Prenons aujourd'hui l'avion à destination de l'Irlande depuis l'aéroport de Nantes Atlantique. Après 1h20 de vol, nous nous posons déjà à Dublin, la capitale. Nous faisons route maintenant vers Sligo, dans l'ouest de l'Irlande. La ville de Sligo, que nous découvrons, très typique, propose aux visiteurs de découvrir son abbaye du XIIe siècle, qui est à cette époque sous la domination de la couronne britannique, comme le rappellent ses pierres tombales. La ville de Sligo est aussi la patrie de William Butler Yeats, poète, dramaturge et militant de la cause nationaliste irlandaise. Petite halte à Killala où l'effigie de la Guinness et ses bienfaits ne peuvent vous laisser indifférent. Killala a connu aussi une résistance contre l'occupant anglais dont Kathleen Ni Houlihan fut l'emblème de la rébellion. Nous reprenons la route à destination de Galway. Un paysage désertique s'étend devant nos yeux avant d'arriver dans Achill Islands par l'Atlantic Drive. Héros local et gloire mondiale de la boxe en poids-plume, Johnny Kilban est statufié pour rappeler la mémoire de ce grand sportif irlandais. L'endroit est toujours désertique en habitants et en culture, à l'exception des moutons qui peuplent ce paysage sauvage. Leur viande est prisée et leur laine est la base d'un artisanat dont les créations se vendent dans les magasins de souvenirs du pays. La morphologie de l'île est constituée d'une plaine centrale entourée de montagnes et de collines, notamment dans le Donegal. Les sommets les plus hauts se trouvent dans le sud-ouest, avec un point culminant à plus de 1000 mètres. Nous sommes à Clifden, dans le Connemara. La ville est à l'image des autres cités irlandaises, décorée, colorée, avec ses maisons aux enseignes typiques, capturant une lumière parfois défaillante. Les pubs ramènent un peu d'ambiance et de chaleur humaine dans les villes d'Irlande où le soleil est parfois aux abonnés absents. Les falaises de Moher sont un point élevé dans cette partie sud de l'Irlande et permettent, par beau temps, d'apercevoir les montagnes de Kerry et les îles d'Aran. Avec ses vitrines et ses enseignes colorées qui font échapper à la grisaille, les pubs et les restaurants de Killarney sont un véritable refuge quand le vent et la pluie assombrissent la ville et le moral des Irlandais. Après 2 pintes de bière, le soleil est dans tous les esprits. Petite pause devant un torrent qui trahit la pluviosité de l'Irlande. Petite halte à Kenmare dans le ring de Kerry où la crème apporte son concours à l'Irish Coffee. Le petit village de Sneem, situé dans le comté de Kerry, doit son nom à son fleuve au débit rapide. Le village, situé près de la baie de Kenmare, dans le sud-ouest de l'Irlande, vit de pêche et de tourisme. Ses pubs et ses commerces locaux aux enseignes colorées ont servi d'ermitage au général de Gaulle à la fin de sa vie, sensible au paysage et à ses habitants. L'Irlande est culturellement attachée à ses pubs et particulièrement à sa bière. La mousse doit être dense et crémeuse et doit demeurer dans la pinte jusqu'à la dernière gorgée. Mais cette tradition du pub tend à diminuer pour différentes raisons. Mais en fait, la vie change en Irlande. Les gens n'y vont pas aussi souvent qu'avant. Les gens ne veulent pas conduire et boire en même temps.
bien sûr, et si on n'habite pas là à côté d'un pub, les gens n'y vont pas souvent. En plus, les pubs dans les grandes villes, je ne sais pas, ils sont obligés d'être très grands, ils sont obligés d'être énormes à cause des loyers, le financement. Pour être rentable, il faut avoir beaucoup de gens à venir. Les noms typiques irlandais sur la stèle de ces tombes rappellent le passé celte de l'Irlande, tout comme ces croix cerclées d'un anneau qui évoque le cœur qui donne la vie, symbole fort chez les chrétiens gaéliques d'Irlande. Le gaélique demeure par ailleurs une langue toujours pratiquée, même avant l'anglais. L'irlandais était la langue majoritaire en Irlande au XVIIIe siècle, peut-être il a diminué depuis. Donc il y a toujours des gens qui parlent irlandais, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont 80 000 personnes à peu près qui parlent irlandais à la maison tous les jours chez eux. Il y a peut-être 100 000 personnes qui parlent l'irlandais très couramment et tout le monde en fait l'école. Vous avez la radio, vous avez la chaîne de télévision en irlandais aussi et les émissions sur les autres chaînes aussi en irlandais. Donc ça normalise un peu le fait de parler irlandais. Donc c'était peut-être il y a 30 ans, avant qu'il y ait eu une télévision en irlandais. On n'entendait jamais l'irlandais en dehors de l'école, en fait, à moins d'être irlandophone ou d'habiter dans une région irlandophone. C'est une chanson assez courte. Est-ce que les Irlandais parlent naturellement le gaélique alors? Oui, il y a des endroits dans l'ouest d'Irlande, à Connemara, où les gens ils parlent gaélique dès la naissance et il faut apprendre anglais après. Et c'est pareil à Dingle, dans Kerry, dans le sud-est, et puis à Donegal, et puis dans les îles, les Aran-îles. Les gens parlent qu'en gaélique au début, et puis après, il faut qu'ils prennent anglais. C'est la première langue. Mais il y a beaucoup des écoles qui s'appellent Gael School, et tous les élèves dès l'école primaire, ils apprennent toutes les matières en gaélique et parlent en gaélique quand ils jouent, et puis ils parlent qu'en gaélique sauf anglais. Ça, c'est la seule langue. Ouais. C'est une langue qui est très vivante, et puis les jeunes parlent gaélique mieux que les gens de ma génération. Oui, parce que les jeunes, je pense, parlent plutôt anglais aujourd'hui. Hein. Oui, ils parlent anglais, mais ils savent parler gaélique ou irlandais, parce que les méthodes d'enseigner gaélique est beaucoup mieux qu'avant. La ville de Kinsale est connue pour ses restaurants et ses maisons colorées. Mais c'est aussi un haut lieu d'histoire, puisque c'est là que s'est tenue une célèbre bataille entre les Anglais et les Irlandais en 1601. Son héros Hugonel, qui, battu par les Anglais, dut s'exiler, et la défaite provoqua le départ des nobles sur le continent. Cette bataille symbolise la fin de l'indépendance de l'Irlande. C'est là que furent écrasés les chefs gaëls et leurs alliés espagnols, ce qui conduisit la noblesse irlandaise à émigrer. Les Anglais firent de Kinsale une de leurs importantes bases navales jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les Irlandais émigrés et rebelles donc ne purent hélas jamais revenir au pays. Troisième ville d'Irlande après Dublin et Belfast, Cork, qui a connu un déclin économique à la fin du XXe siècle et en 2008 avec la crise des subprimes, connaît aujourd'hui une embellie avec des géants de l'économie de services comme Apple et Amazon. Cette ville jumelée avec Rennes accueille également des navires de croisière qui ramènent au pays un flux touristique important. Nous sommes aujourd'hui de retour à Dublin au terme d'une semaine de villégiature en Irlande.
Beaucoup trouvent que Dublin n'est pas l'Irlande. C'est vrai qu'on se croirait dans un quartier de Londres, tant les maisons ressemblent à s'y méprendre à celles de la capitale britannique, avec leurs portes de toutes les couleurs. Avec ses bus à double étage jaune et bleu, on voit qu'on n'est pas à Londres. Tout fait pourtant british comme les enseignes et la publicité, mais l'anglais parlé ici donne à la langue de Shakespeare une tonalité à part que nous explique P.J. O'Brien. Nous avons parlé gaélique jusqu'à le 19e siècle. Et puis à l'époque là, tout le monde hors de Dublin, il parle gaélique. Et puis après ça, il a fallu parler en anglais. Irlandais, c'est I do be. Et beaucoup des Irlandais, au lieu de les gens à Londres, disent I do be, he do be, she do be. Au lieu de I am, he is, she is, etc. L'irlandais est derrière l'anglais en Irlande. Il faut penser aussi au XVIIIe siècle, on ne parlait pas anglais en Irlande, donc tout le monde a appris l'anglais. L'anglais, c'est la deuxième langue historique de l'Irlande. Et ils ont ramené pas mal de choses de l'irlandais dans l'anglais qu'ils parlent. Donc c'est dans l'accent, c'est dans le vocabulaire, c'est dans le moyen de parler, le moyen d'écrire des choses. On le voit souvent à la campagne, par exemple, les choses qu'on n'aurait jamais appris à l'école, comme les noms des plantes ou les noms, la manière de parler entre familles, des choses moins officielles en fait. Donc on a retenu pas mal de choses qui viennent du Gaélique. Il y a peut-être une variation en Irlande aussi, entre les régions aussi. On remarque toujours des accents qui sont très différents dans les grandes villes, dans le sud-ouest, dans l'ouest et dans l'est. Ça vient peut-être des parlers, des dialectes de l'irlandais qu'on a eu parler dans le temps dans ces régions aussi. Même des régions où on ne parle plus l'irlandais comme langue maternelle. Le quartier de Temple Bar, situé entre la Liffey et Dame Street, était au XVIIIe siècle le quartier portuaire de la ville où se trouvaient les artisans et les maisons closes. Quartier malfamé jusqu'à la fin des années 70, le site est devenu un endroit branché où pubs, restaurants, scènes de théâtre sont au cœur de la vie nocturne de Dublin, ainsi que ses pubs et son pub, le Temple Bar. And deep in the ground, lots of magical fairy people, and all the old leaves are shaking in the winter breeze, and even the spring birds too. So let's sing and be merry and go for a pint of Guinness too. La culture irlandaise s'est exportée en partie à cause de la grande famine de la moitié du XIXe siècle qui a contribué à l'émigration d'une grande partie de son peuple vers l'Amérique. Nous étions 8 millions de personnes et après peut-être 20 ans, nous étions réduits jusqu'à 3 000 et demi. Et puis à l'époque là, tout le monde hors de Dublin, il parle gaélique et puis après ça, il a fallu parler en anglais. On a exporté ça avec nous parce qu'il y a 70 millions hors d'Irlande et 6 millions en Irlande. Et c'est parti aussi aux États-Unis, sans doute, dans une... Et au Canada, parce que les deux plus importantes langues au Canada étaient irlandais et puis français. Lors de cette émigration massive, de nombreuses familles se sont retrouvées séparées sur place en Amérique, ce qui a contribué à la déperdition de la langue irlandaise. Il y avait beaucoup d'orphelins et les orphelins étaient adoptés par des familles françaises et ils ont grandi, ils avaient le nom irlandais mais ils ont grandi en parlant français et puis on trouve O'Brien et Murphy et beaucoup des noms très irlandais qui parlent que en français et pas en anglais. Le château médiéval de Dublin, vestige de l'autorité britannique, a longtemps été la cible des opposants à la couronne. Dans les caves du château ont été retrouvés des restes des remparts vikings et normands, d'autres conquérants sous l'autorité desquels les Irlandais avaient déjà dû se battre pour garder leur indépendance.